décoller vers la Lune les astronautes de la mission Apollo 11, afin de les rassurer, ont diffusé dans leur casque la musique la plus légère qui soit. Les premières mélodies qu'entendirent les étoiles. Si j'écoute les ascenseurs, qu'est-ce que j'écoute dans l'ascenseur? Est-ce que j'écoute leur musique ou leur machinerie quand ils menacent de tomber en panne? La musique d'ascenseur, c'est une musique qui semble anodine. Elle est juste là pour peupler un espace vide, l'espace du quotidien avec ses trous, ses vides et ses attentes. C'est une musique qu'on entend sans l'écouter. To me, elevator music is a very specific type of music to calm the nerves of people who were riding in elevators, because elevators were fairly new in buildings at the time, and people were fearful of them obviously breaking down, people getting stuck in elevators or them falling down the shaft. So elevator music was initially made to quell fear and anxiety. Inquiétant, plus il faut de la musique rassurante. Plus il faut de la musique qui vous dise « ne vous inquiétez pas, je suis là ». Si j'entends de la musique, c'est que je suis vivant. So-called elevator music is music used for public spaces in order to help create a texture for those spaces, but also the music that one would hear, for instance, on a telephone when one's waiting on hold, a sort of atmospheric music designed for people that might be discomfortable in shopping malls, shops, etc. For me, elevator music is designed to, put me at ease, supposedly. It's easy listening in the sense that I am sonically being asked to be at ease. But for me, when I'm in a store and I hear that kind of music, it's notable, so it's almost like it disrupts the ease. C'est pas une musique qui provoque la curiosité, l'attention, le désir d'entendre plus. Si on gratte un petit peu, on peut se demander qui compose cette musique, qui la conçoit, à quel usage exactement, et c'est là que commence l'histoire de la musique d'ascenseur et derrière elle, de ce qu'on appelle la Muzak. C'est aux États-Unis qu'est née la musique fonctionnelle. Une grande société new-yorkaise a lié son nom à ce genre musical, Muzak. Muzak, thank you for calling. So, Dr. Walken, what is exactly Muzak? Muzak is music specially recorded and specially programmed to be played in work areas to help people do their work better and more efficiently. The effects we'd like to see is that people will feel less tired, less under stress, they'll do their work better, maybe do more work, they won't make as many mistakes, and we hope that they won't have as many accidents. L'idéologie de Muzak, c'est de dire paradoxalement qu'une musique ennuyeuse rend moins ennuyeux un travail ennuyeux. Ce qui peut paraître quelque part une proposition pleine de bienveillance. Donc derrière ce souci apparent du bien-être du travailleur, il y a en fait une forme de perversion de l'expérience musicale et aussi de manipulation profonde des affects dans une société productiviste. You know that in most work situations, the person will start out his day at 8 o'clock, let's say, and he comes into work, he's alert, he's bright, he's with it. But toward the middle of the morning, he's not doing so well because he's tired and bored. Then we give more stimulating music. We build in stimulation value. The stimulation goes up.
That is what you call the stimulus progression. Stimulus progression, right. The ascending progression of these stimuli during the quarter hour. I've never seen an actual stimulus progression record. Oh, that's beautiful. What do I see on this? This is the music that choreographs the human body. Super interesting, insidious to a degree. The stimulus progression that was pioneered within in the factory is very functional. It's about choreographing the human body with machinery for the first time in human history. So Muzak is working with the biorhythms of the human body being made to work in conjunction with the rhythms of machines, the noise of machines. « 85% des malfaçons dans les usines sont dus à des travailleurs confirmés, non à des débutants. Cela démontre combien la monotonie et l'ennui causent de préjudices matériels et financiers en raison du manque d'attention ou de l'excès de nervosité qu'ils engendrent. Il y a plus grave encore que les malfaçons, les accidents. Une entreprise avec un taux élevé d'accidents devient souvent une entreprise victime de troubles sociaux et de grèves. L'attention soutenue grâce à la musique, c'est le salut de l'entreprise. What I find so fascinating about Muzak is just how carefully the designers, or the composers, if you like, have to calibrate every element of the music. Music is such a danger, in a sense, because it's an expression of our own collective freedom, our own collective imagination. It's that desire that Muzak or functional musics are trying to suppress, to create a music where there's the facade of that desire, but where that expression of that desire isn't possible. You're not going to have people sort of orgiastically dancing to Muzak in the aisles of the factory or in a shopping mall the way you might at a Rolling Stones concert. The threat just isn't there. Il y a ce général américain, George Owen Squire, connu pour avoir développé un système de télécommunication permettant d'émettre plusieurs signaux sonores au sein d'un même câble. En 1922, il fonde une société qui diffuse de la musique dans les appartements. C'est grâce aux câbles téléphoniques que les abonnés profitent d'un brin de musique. Il nomme son entreprise Muzak, une contraction de musique et Kodak, pour le déclic que les mélodies sont censées déclencher dans la tête de l'auditeur. En 1934, George Squire meurt sans avoir mesuré que la radio ou le gramophone devenaient de sérieux concurrents. Son successeur, le publicitaire William Benton, propose alors son dispositif aux usines. Pour éviter de payer des droits phonographiques, il fait enregistrer des reprises jazz ou classiques. Le chef d'orchestre de la firme, Ben Selvin, enregistre 7000 titres entre 1936 et 1945. Des mélodies mielleuses et sirupeuses qui feront bientôt le tour du monde. 1, 2, same thing.
to as unsupported music. As you notice, the orchestra is doing very little excepting these great spasmodic flashes of dramatic sounds, whereas Muzak maintains a musical sound at all times. The orchestra is supportive. The entrances and exits of all the instruments are very smooth. This is more like a story. Et la musique est toujours fonctionnelle. La musique commence avec le chant d'oiseau, qui a évidemment une dimension fonctionnelle très précise. Elle est ensuite une musique religieuse, qui ne peut pas avoir de dimension plus fonctionnelle que la musique religieuse, ou la musique militaire, qui est évidemment une musique fonctionnelle, qui incite les gens à aller au combat. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fonctionnel que la musique symphonique La musique symphonique, c'est un orchestre avec la division du travail, qui dit la division du travail de la société, qui impose un chef, qui est une musique idéologique extraordinairement précise, qui apparaît au début du 19e siècle. Toujours, la musique porte un message de société. C'est d'ailleurs, pour moi, ce qui fait son intérêt, c'est qu'elle est toujours en avance sur les autres mutations sociales, et la musique est fonctionnelle avant les autres. Donc elle nous dit, par exemple, quand la salle de concert se ferme et qu'il faut payer au début du XVIIe siècle, c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir sur la noblesse. Donc, la noblesse écoutait de la musique dans les salons, mais on ne payait pas. Toujours, la musique est fonctionnelle. Muzak n'est pas spécialement plus fonctionnelle que les autres. Elle fait entrer la fonctionnalité de la musique dans un domaine où elle n'était pas encore, c'est-à-dire le lieu de travail. C'est une vieille histoire, hein. Muzak n'invente rien. La question de la fonctionnalité de la musique et du pouvoir et de l'emprise de la musique sur les corps, c'est une question très ancienne. Platon en parle déjà. Ce qui change avec la Muzak, c'est vraiment l'idée que la fonctionnalité de la musique et l'emprise sur le corps du travailleur devient la seule et unique finalité de cette musique. De la Deuxième Guerre mondiale que Muzak gagne en notoriété et conquiert le cœur de l'Amérique. En 1948, l'industrie du disque naissante s'en inspire pour commercialiser un nouveau genre musical, le easy listening. Celles qui travaillaient à l'usine renouent à la maison avec la bande-son de leurs efforts. If we think about the 50s and what's happening to capitalism in terms of the domestic situation, the home becomes obviously a new site of consumption. And then you've got the kind of 1950s American nuclear family. You've got the wife who stays at home, often on amphetamines, can work faster, harder, stronger. And then you've got the music, you've got the functional music, the easy listening music, or whatever type of music is playing in the domestic home. To make all these products, all these objects, all these new technologies work in conjunction with the human, and the human working in conjunction with the new technologies that were flooding into the home at that time. The home becomes another site, or becomes a prime site, because obviously like the audience is massive. It's everybody potentially. Again, Muzak and easy listening, they soundtrack this new technological kind of aspirations of the domestic bliss. By the way things look, as well as the way they perform, our homes acquire new grace, new glamour, new accommodations, expressing not only the American love of beauty, but also the basic freedom of the American people, which is the freedom of individual choice.
I think of Muzak and the growth of easy listening during the 50s as a bigger part of the music industry basically trying to fill the entire day with different kinds of music that you could buy. And I think that's one of the things we see with a lot of our records, that they suggest that there's a particular time during the day that you should listen to this kind of music. And of course, that means after you listen to that kind of music at 6 o'clock, you're going to need another kind of music at 9 o'clock. Well, I mean, if you can convince people that they have to buy another record for the next hour, you're going to sell a lot more records. But, you know, I think of that scientific management techniques that were coming out during that era, the sense that you could manipulate people's moods. But there's also this carryover from, you know, on the factory floor, we're going to have a certain kind of sonic environment. But maybe when you leave the office or the factory floor, you can carry some of that status with you by bringing some of the sonic environment into the home that you live in. And I feel like there might be some transfer of the sense of being a productive member of society at work and then being a productive member of society at home, and that some of this music that got called Muzak provides that sense of continuity. Whistle while you work, there's no doubt who is supposed to be the one who's doing the house cleaning. And even though she's maneuvering things like a dustpan and a broom and an iron, magically, a little bit Disney. So Whistle While You Work is from a Disney song. This record as a whole, it says, has a lilt to lighten her housework. Well, in this record, one side has the songs with the words, people are singing, and the other side has the songs without the words. So I think the idea is you get to know the songs, and then while you're working, you can sing along. It's an early karaoke album, actually. Yeah. Karaoke for while you work. Muzak est le numéro 1 de la musique fonctionnelle dans le monde, avec plus de 40 000 lieux d'écoute. Dans ses archives, la société dispose de 80 000 titres de musique enregistrés. Pour varier ses programmes et afin qu'une sélection musicale ne se répète jamais en un an, la programmation est effectuée par un ordinateur. La Muzak et sa diffusion dans toutes les sphères de la société, elles correspondent à un concept que Murray Schafer a développé qui me semble assez fort, qui est celui d'impérialisme sonore. L'idée que les technologies électroacoustiques qui permettent de diffuser les sons de manière déliée par rapport à leur source, et donc qui permettent de gagner une forme d'ubiquité sonore, c'est un instrument de pouvoir. Et un instrument de pouvoir d'autant plus profond qu'il est extrêmement plastique, maniable, qu'il peut se diffuser à tout endroit, à tout moment. Dans les années 60, la Muzak inonde le territoire américain. Musique de fond, musique légère, musique d'ambiance, musique de supermarché, on la décline sous plusieurs noms. Après avoir conquis les usines, les halls d'hôtel, les bars d'hôtel, les bureaux de banque, les assurances, les transports publics, les restaurants, les aéroports, les avions, elle s'exporte en Europe où elle envahit les centres commerciaux, les supermarchés, les croisières, les parkings, les salons de coiffure, les hôpitaux et même les funérariums. Mais la Muzak évolue. Menacée par le rock, la pop ou le folk, elle répond par des arrangements doux et sirupeux des classiques de l'époque. Simon & Garfunkel, Ray Charles, les Beatles, autant d'artistes repris en mode Muzak pour séduire la société et la jeunesse de son temps. Quand j'ai écrit sur ce sujet il y a 50 ans maintenant, c'était la musique annonciatrice de la nécessité de rassurer dans une société qui commençait à faire peur et qui avait besoin à tout prix de faire consommer. Donc pour faire consommer, il faut rassurer parce que quand on consomme, on est culpabilisé.
Donc il faut vous rassurer, mais non, c'est pas grave, vous allez dépenser de l'argent, mais c'est pas grave. Donc c'était la musique qui entrait dans la société de consommation. Économisez plus de 85 € sur votre compte fidélité G20. Concevoir de la musique pour une grande enseigne de supermarché, en fait, ça consiste à proposer une ambiance musicale qui, au premier plan, soit particulièrement agréable, évidemment en adéquation avec le public qui fréquente ce type d'espace. Ça nécessite du coup de rentrer un petit peu dans le détail de la fréquentation dans les magasins, puisqu'on va pouvoir s'adapter en fonction des jours de la semaine, voire en fonction des heures dans la journée, en termes de style, en termes de tempo, donc de vitesse de la musique, en termes d'instrumentation. De là, on va pouvoir travailler sur la playlist. Le jumbo de lessive totale, 13,30 € au lieu de 14,80 €. Le poisson, c'est ça. Et c'est pas cher. Filet de merlan surgelé, 450 grammes, 2,80 € au lieu de 3,60 €. You've got the wanting people to spend money, you've got the point of purchase, the pop point, which is just near to where the counter in a shopping mall will be, and the Muzak changes either in volume or in compositional values from the pop point where people actually open their wallets and spend money to where people are browsing. It's a different type of activity that's going on, and the Muzak tries to direct and choreograph those movements. L'absence de musique dans un magasin, ça n'est pas le silence. C'est des caddies qui s'entrechoquent, c'est parfois des enfants qui pleurent parce qu'ils souhaitaient avoir tel ou tel produit. Et là, pour le coup, la bonne mise en place d'une ambiance musicale va venir masquer ces bruits plutôt désagréables et globalement créer une ambiance conviviale. Il y a une peur de la solitude. Pas le silence, c'est la solitude. Et la musique, dans la mesure où elle est une voix, c'est une façon de lutter contre la solitude. On déteste la solitude. Si on est dans le silence, on est peut-être mort. Je ne sais pas si c'est une peur de la solitude, parce qu'en un sens, je pense que les Muzak et la pratique de la musique d'ambiance, c'est aussi une pratique de l'écoute solitaire. L'ouvrier, l'employé de bureau qui écoute de la Muzak n'est pas avec son voisin, il est seul avec ses objectifs de production. La question, c'est la peur de ce qui se passe dans le silence. Quand on est à nouveau avec la personne qui travaille à côté de nous ou avec la personne qui est à la caisse, quand on est aussi avec le type qui fait la manche à la sortie de Monoprix. C'est ça qui inquiète au fond. C'est l'interaction, le fait que ça peut ne pas se passer comme on a prévu. Je pense que c'est plutôt de ça qu'on a peur, plutôt que de la solitude. Il y a la musique 3-4 fois par jour qui se répète la même. Le même morceau qui se répète 3-4 tout à fait. Ouais. C'est quoi comme morceau, par exemple, comme titre de morceau ou comme parole? Qu'est-ce que vous pourriez me citer? Enfin, je me rappelle pas très bien, je suis pas très forte en ça pour me rappeler des paroles, mais je me rappelle, il y a une musique où ça parle un petit peu de... C'est un truc pour le sport, c'est pour motiver et tout. Ça là, je l'entends à longueur du journée, ça là, j'en peux plus. C'est les compilations de la radio et nous on n'a pas trop la main dessus. Parfois ça nous arrive de couper la musique du player et de mettre de la musique sur YouTube, par exemple le matin quand on reçoit la marchandise très tôt. Si on vient très tôt le matin, vous allez voir chaque personne avec
des écouteurs, chacun met sa propre musique pour être plus dans le mood et pour être focus dans le travail et tout. Et c'est quoi la musique que vous écoutez, vous, dans vos écouteurs? On va dire que ça ressemble un petit peu, mais pas trop vraiment. On va dire j'ai un style assez particulier. J'aime beaucoup les musiques anciennes, très anciennes. J'aime tout ce qui est, on va dire, énergie, tout ce qui est 1980, vraiment les musiques anciennes. J'aime beaucoup. Je trouve que ça ambiance un petit peu plus. Chez moi, quoi. Les années 80 furent aussi cruelles pour Muzak que pour la musique en général. Le Walkman change la donne. Désormais, on écoute la musique plus fort dans ses écouteurs comme dans les boutiques. Le son Muzak disparaît peu à peu, mais la marque s'adapte. Elle entre dans l'ère des compilations, diffusant les tubes qu'on entend à la radio. Muzak envoie directement cassettes et CD en magasin. Elle émet aussi par satellite et rate le virage internet des années 2000. Muzak fait faillite en 2009, avant d'être racheté par Mood Media, une multinationale de marketing sensoriel. The deal was closed in May 2011. The amount was just under $350 million. Muzak was traditionally very much an audio company, but Mood had a lot of other digital types of services. And as technology evolved, as the internet became more prevalent, it allowed Mood Media to take those different services and deploy them into the customers that Muzak already had. And then Muzak had a lot of content. We've digitized a lot of that content. Muzak is on Spotify, YouTube, TikTok, and I think it's close to 1 million listens now. The Muzak brand was a victim of its own success. It became a thing. It became a noun. And that stood for background, innocuous, instrumental music that was just there. But the market no longer wanted background music, it wanted foreground. Yes, there are detractors who think that what we do, it's the noise pollution, etc. I would start with, as a consumer, sometimes I do think, do we really need to start playing Christmas music in October? But ultimately, surveys show that 80% of consumers will go to a physical location versus shop online if they believe that experience is preferential. It's a balancing act, as some of these campaigns, sometimes you can go too much. Yes, but I don't think anyone wants a world where there's no high street, where there's no main street. I think we want our high streets to be successful. My name is Nigel Rogers. I am the National Secretary of Pipe Down, which is the campaign for freedom from piped music. I hate the fact you cannot escape it. It is piped everywhere. You can go into a restaurant or a pub, a bar, and you think it's quite quiet. Suddenly, a tremendous noise comes booming down. Boom, 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 boom. We know that all noise pollution, and noise can be a real pollution, all noise pollution has a very adverse effect on the body. It increases the heart rate and the blood pressure and the production of stress hormones like cortisol. All these things, if constantly increased, boost your chances of a heart attack or a stroke or cancer. Are you ready? We're now in Oxford Street in central London, and it's one of the noisiest streets in London. And it's noisy chiefly because of the music. The traffic doesn't help. It's a terrible place if you can't stand pipe music, because almost every single shop has pipe music. Listen. Well, this is a typical Muzak-infested place. Very noisy, and they sell all kinds of things here, but none of them are to do with music. So why they have such loud music, I don't know. Well, actually, they sell headphones.
increasingly we're all used to there just being some sort of noise around us. So to walk into a shop and to have complete silence is quite off-putting these days. We all like to have that sort of baseline level of background something, whether it's just a hum or some music. I think it's important and it sort of calms you in a space. It's good when it's good, and when it's just Muzak, it's pretty dire. It makes you want to lie down on the floor and howl and get out of there as soon as possible. Sometimes it's too loud. You're at the mercy of whatever some unknown person has decided this is what you're going to listen to. You can't escape it. You're so beautiful. Plus, if you're walking around trying to work your shopping list out, and you've left your list at home, you're thinking, right, what? And all you hear is, nah, 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 nah. And he's saying, shut up! Well, we had several big successes. Very early on, we managed to persuade Gatwick Airport, which is the second biggest airport in Britain, to stop pipe music in its public areas. We did persuade Marks and Spencer to give it up, and they did, and then they had second thoughts and they put it back again, and now they're thinking again of taking it off. One of the greatest creations of humanity is definitely music, so to misuse it, acoustic wallpaper, to blanket the walls with it, and is ridiculous and a misuse, because music is too good to waste. Unsere Musik empfinde ich nicht als funktionelle Musik in dem Sinn. Und das ist Musik, die sehr intuitiv passiert, die eigentlich alle Regeln missachtet. Funktionelle Musik, die konzipiert wird auch, ich meine, moderne Popmusik ist bestimmt funktionelle Musik, weil die wird konzipiert, um viel Geld einzubringen. Und da steht eine ganze Industrie dahinter. Ja, ich finde auch, das geht in die komplett andere Richtung. Wenn man jetzt aber sagen kann, Musik hat eine Funktion, dann würde ich sagen, jetzt die Funktion von unserer Musik ist, dass sie die Zeit aufhebt vielleicht, dass sie irgendwie Räume öffnet, dass sie Assoziationen erzeugt, dass sie ja eine Lebendigkeit beim Zuhören vielleicht auch erzeugt im Zuhörer. Also genau das, was Joe beschrieben hat, was jetzt funktionelle Musik nicht tut. Aber vielleicht hat diese Musik so eine Funktion. Es soll die Leute irgendwie auch zu komischen Gedanken führen und zu lustigen Ideen und so weiter. Und irgendwie vielleicht im Schlaf oder im Traum kommen diese Elemente von unserem Konzert bei den Leuten dann nochmals vor. Und das kann vielleicht etwas auslösen, aber das ist komplett frei und kreativ, keine Manipulation. Je pense qu'il serait naïf de refuser à la Muzak le titre de musique. La question, c'est est-ce que c'est une expérience esthétique? C'est une question qui apparaît assez tôt au XXe siècle. On la trouve déjà chez un compositeur comme Erik Satie. Erik Satie prend acte des mutations de notre environnement et il pose une question qui serait qu'est-ce que ce serait une musique qui se laisserait oublier? Une musique qui serait comme les publicités que nous rencontrons sans même les voir dans la rue, dans les journaux. Une musique qu'il appelle d'ameublement. Une musique papier peint, au fond. Donc là, il est presque le précurseur de la Muzak, mais il le fait de manière ironique et artistique. La musique d'ameublement est foncièrement industrielle. L'habitude, l'usage est de faire de la musique dans des occasions où la musique n'a rien à faire. Nous voulons établir une musique faite pour satisfaire les besoins utiles. L'art n'entre pas dans ces besoins. La musique d'ameublement crée de la vibration. Elle n'a pas d'autre but. Elle remplit le même rôle que la lumière, la chaleur et le confort sous toutes ses formes. Exigez la musique d'ameublement.
Plus de réunions, d'assemblées, etc. sans musique d'ameublement. La musique d'ameublement n'a pas de prénom. Pas de mariage sans musique d'ameublement. N'entrez pas dans une maison qui n'emploie pas la musique d'ameublement. Celui qui n'a pas entendu la musique d'ameublement ignore le bonheur. Ne vous endormez pas sans entendre un morceau de musique d'ameublement ou vous dormirez mal. Dans les années 70, il y a un certain nombre de musiciens qui reprennent cet appel d'Eric Satie et qui font ce qu'on appelle l'ambient music, la musique ambiante. Alors, un des albums fondateurs de ce type d'approche, c'est Music for Airport, je crois que c'est en 1978, où Brian Eno part d'une autre forme de poncif de la musique d'ambiance, la musique d'aéroport, zone d'attente, mais aussi zone qui stimule un imaginaire, le départ vers un ailleurs. Et dès lors, on va jouer sur les codes de la musique d'ambiance, une certaine répétition, un certain statisme, une occupation de l'espace plutôt que du temps. Came from a specific experience. I was in a beautiful airport, Cologne Airport, which is a very beautiful building. Early one Sunday morning, the light was beautiful, everything was beautiful, except they were playing awful music. I thought it'd be interesting to actually start writing music for public spaces like that. Obviously, it mustn't interfere with human communication, so it has to be either higher or lower than voice sounds are. It should last a very long time because you don't want changes all the time. It should be possible to be interrupted by announcements and so on without suffering. What makes ambient music distinct from functional music? What is it about the little sonic slippages, the little tensions, the little distortions that are appearing in Brian Eno's music that mean it's both soothing, but it's not simply a smoothing out of our environment, that it invites us to re-engage with the environment somehow. When you went into an airport or an aeroplane, they always played this very happy music, which is sort of saying, you're not going to die, there's not going to be an accident, don't worry. And I thought that was really the wrong way round. I thought it would be much better to have music that said, well, if you die, it doesn't really matter. It's like a visual score, isn't it? It's great. I love visual scores. This record is one of the first records to start that really starts mapping a wider conceptual basis for how we act and how we navigate space. Non-spaces, non-place is what Marc Augé called a non-place, an airport being a really good example of a non-place being somewhere we transit through. It's not that we're developing emotional attachments within the space, it's built to travel through. What's the difference between ambient music and Muzak? Ambient music is interesting. Muzak isn't. Concevoir une playlist musicale pour un lieu anxiogène, c'est vrai que c'est assez spécifique. Dans un contexte hospitalier, on va être en fait sur des musiques de type apaisante, sur des tempos quelque part entre 75 et 95 BPM à peu près, avec des sonorités de type piano par exemple ou flûte, pour renvoyer plutôt à la nature et favoriser l'évasion en fait. Si je prends par exemple maintenant le cas des parkings souterrains ou des lieux qui peuvent un peu faire peur, on va plutôt aller en fait sur la présence de la voix et du coup un des grands critères de choix, ça va être d'être finalement sur des chansons, donc avec une voix humaine, une voix plutôt chaleureuse et rassurante. Il m'est arrivé de terminer un morceau dans un ascenseur, mais je n'ai jamais
particulièrement composé pour les ascenseurs, mais HSBC, la banque HSBC m'avait demandé, m'a contacté parce qu'ils ont en fait l'exploitation de tous les tunnels, ces tunnels télescopiques là. Ils voulaient déstresser les passagers futurs de l'avion dans lequel les gens vont embarquer. L'idée étant de faire donc des tunnels absolument végétaux. Et en fait, je suis parti sur le fait de créer cette musique uniquement à partir des plantes. Les plantes émettent de l'électricité, émettent de l'énergie. Donc quand vous mettez des électrodes sur les feuilles d'un certain nombre de plantes, vous générez de l'énergie. Et cette énergie, je l'ai donc retranscrite en MIDI pour créer cette œuvre. La seule interdiction que j'avais, c'était d'intégrer des sons qui puissent ressembler à des sons d'oiseaux, parce qu'apparemment, les sons d'oiseaux stressent les passagers anxieux quand ils prennent l'avion. Je pense qu'aujourd'hui, la musique est partout, peut-être encore plus qu'avant. C'est-à-dire que quand la plupart des gens dans le monde se baladent avec un casque et un iPod, finalement, ils créent leur musique d'ameublement personnelle. Donc c'est la même chose, simplement, éventuellement, les conditions d'écoute ont peut-être évolué, mais finalement, on a encore beaucoup plus de musique dans les salons de coiffure, dans les hôtels, dans les restaurants, que dans les années 70. For me, elevator music today is Spotify playlists are equivalent to elevator music in some ways. Music becomes texture in a Spotify playlist. Any genre of music becomes something which streams and plays in the background, irrelevant of whether it's thrash metal, death metal, punk rock, techno, D&B. Any type of music, it becomes ambient in a way. It becomes textural, it becomes elevator. Dans les premiers temps des plateformes, aux alentours des années 2010, vraiment dans les toutes premières années, il n'y a pas vraiment de playlist tout court. Et donc, il n'y a pas vraiment de playlist de musique fonctionnelle. Ce sont les internautes, les utilisateurs, qui fabriquent leur propre playlist. Donc, les gens font des compilations de leurs titres préférés. Et dans ces compilations, ils font des compilations de musique, du coup, fonctionnelle pour eux-mêmes. De musique pour manger, de musique pour aller au sport, de musique pour la route, etc. Et donc, Spotify va dire, puisque les utilisateurs font des playlists, on va les faire nous-mêmes. Yeah, this was a whole series on RCA Records by the Melocrino Springs. I mean, they're kind of classics of the genre. And it's moods in music, so moods for all kinds of different activities. Well, and you see connections to this series from the 50s of, music for dinner at home. There's thousands of Spotify playlists that are, music for your Italian dinner, things like that. So in some sense, it's a little bit archaic when we look at it in this form, but the idea is still very current. Ça, c'est une playlist Spotify quand même, 95 000 auditeurs. Et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours un peu les mêmes morceaux en fait. Tu les retrouves, ça marche pour les chats et ça marche pour les gens aussi, quoi. Et ça marche pour les bébés, c'est-à-dire que tu peux endormir les bébés et les chats avec la même musique. Mais ce qui est intéressant, c'est tous ces sons, le son des baleines, le son de la... Voilà. Ça, il y en a quand même 226 000 sauvegardes. Il y a peut-être 100 000 personnes qui écoutent cette playlist tous les jours. Ensuite, il y a des entreprises, notamment suédoises, qui se sont mises sur ce créneau, Epidemic Sounds, etc., Firefly, qui ont commencé à embaucher des musiciens pour faire de la musique vraiment sur cahier des charges. Il me faudrait 35 morceaux qui font chacun 8 minutes, avec telle couleur, tel tempo, telle ambiance, tel mood, et puis on va faire des variations, etc. Et donc, on a vu apparaître sur Spotify des artistes qui n'ont pas d'existence ailleurs, qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui ne donnent pas de concerts, qui n'ont jamais sorti un CD ou un vinyle, qui n'existent que là.
par exemple, cet artiste-là, avec cette pochette-là, moi, ça m'éveille un petit peu des soupçons, quoi. Donc, tu vas voir l'artiste, 1,7 million d'auditeurs, ça, c'est des artistes fantômes. Il n'y a pas de bio. Il n'y a pas de bio, il n'y a que des chiffres. Et c'est que des images génériques. C'est que voilà, toute la discographie est constituée d'images génériques faites par ordinateur, hein, de façon classique. Donc ça, à mon avis, c'est de l'artiste, c'est du ghost artiste, quoi. Et en fait, on est toujours un petit peu à la Ventura Lumi, quoi. Si on va sur Ventura Lumi, bam. Voilà, c'est toujours des nuages, des trucs un peu atmosphériques. Et comment un artiste qui fait de la musique aussi lambda peut se retrouver avec des dizaines de millions d'auditeurs. La seule solution, c'est d'être poussé par la plateforme elle-même. Pendant longtemps, les artistes qui faisaient toutes ces playlists de mood avec des artistes qui n'existent pas, c'était encore des vrais artistes, c'était encore des vrais musiciens. Mais aujourd'hui, les Epidemic Sounds, les Firefly et toutes ces entreprises-là, en fait, elles ont juste besoin de l'IA et ce que l'IA fait très bien, c'est imiter de la musique molle. Et en fait, depuis que Spotify est coté en bourse, sa grande préoccupation, c'est de dégager des marges et donc de moins payer la musique. Et ça passe aussi par cette stratégie vis-à-vis des playlists de mood. Je pense qu'il y a la question de la manière dont ces plateformes calibrent elles-mêmes des musiques et des playlists dédiées. Mais ce serait la même chose au XVIIIe siècle. Un auditeur dans un salon bourgeois qui écoute une œuvre classique, lui aussi est dans un certain système socio-économique qui détermine la production de son écoute. Simplement, de notre côté, nous avons nos propres stratégies d'évitement par rapport à ces playlists, qui est de constituer les nôtres et de les diffuser dans nos écouteurs et de pouvoir nous-mêmes circuler dans notre propre playlist au sein d'environnements où on diffuse des playlists. Ce qui crée des situations schizotopiques ou schizophoniques, pour reprendre un terme encore une fois de Murray Schafer, c'est-à-dire des situations, comme le terme l'indique, hein, où vous avez une forme de rupture, d'absurdité presque, dans l'expérience du son. Playlist contre playlist. The relationship between Spotify or Muzak, or the sort of similarities, I think, are quite close. If you think about Muzak and functional music precisely as music that's designed to manage our subjectivity, to manage our experience, to make sure that we're sufficiently productive, but sedate enough that we're not going to become disorderly in some way, then absolutely it is. I think there's more. I don't see Muzak as being totalitarian in the same way that Spotify is potentially totalitarian. I think there wasn't the data collection. The data accrued tells us so much more than just about our listening habits, and it tells us about our consumption patterns. It tells us about the way we navigate space, about our mobility, about our desires, way beyond just listening to music. And that, for me, the totalitarian ambition resides a lot more with Spotify than it did with Muzak. I just don't think there was the technological capacity, the data capacity for it to be totalitarian. But what's also interesting is how Muzak spread from the 30s onwards. It tells its own story about our will to consume media. Again, it's like Jacques Attali talks about in Noise, about music and sound being a harbinger for other media. And I think Muzak in that way is a harbinger. It's a harbinger for the kind of our will and massive desire to constantly consume media through mobile devices. But this is done before screens. Huge screens are everywhere in shopping malls or on the streets. It's done before mobile devices, etc. It's done before the internet, spreads itself and becomes the internet thing, so that everything is potentially connected and we're potentially connected to media and the consumption of media on a constant basis. It's almost like the precursor to that in terms of it's our link to media that can take us out of the world that we live in, because it's in terms of a headspace.
I mean, it's invasive. It's the soundscape of another world.